Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h avec Iman News. Bonjour. Bonjour Dani. Dans un instant, on va recevoir Madame Betty Guadela Archimède. Bonjour. Bonjour. Avec elle, on parlera de sport, du passeport, des aides à la pratique artistique et sportive. On devra recevoir aussi le maire du Moule, Madame Carabin, puisque la semaine bleue arrive et il va falloir bouger ensemble pour entretenir la flamme de la jeunesse. Badi Vadoul, qui est conseiller municipal de Pointe-à-Pitre dans l'opposition, il a un gros problème avec le maire du Rimel. Il a porté plainte pour diffamation, mais on va justement en parler dans un instant. Notre chroniqueuse du lundi, Nancy, est déjà là, Nancy Duflo, avec elle on parlera bien sûr de community manager. Et puis on terminera avec Marilène Ferdi, la directrice opérationnelle du campus Luminance. Voilà un petit peu le sommaire. Pour l'information, c'est Iman. Oui, au niveau de l'actualité, nous allons revenir sur la réunion publique qui a eu lieu sur la commune de Dé, où ils ont parlé d'aménagement du territoire, de tourisme et de stationnement de parking, une réunion qui était publique. On viendra aussi à parler du programme Zéro déchet du CIVAD, donc un séminaire a eu lieu ce week-end avec différentes interventions. On reviendra sur ce programme. Il sera aussi question de la restauration de l'église de Trois-Rivières avec les différentes donations qu'ils ont pu récolter pour rénover cette église. Et on finira avec la marche pour la paix à Basse-Terre qui s'est déroulée ce samedi dans le cadre de la journée internationale. On va commencer par cette réunion publique sur la commune de Dé pour faire suite à plusieurs annonces importantes ont été faites concernant les infrastructures, les services dans le bourg de Dé. On note la finalisation des travaux de stationnement ainsi que la gestion des inondations et aussi des annonces par rapport à la reprise des collectes des conteneurs jaunes. On voit un reportage de Gianni Valverde. Avant, on faisait des réunions de quartier, mais c'est vrai que les choses deviennent de plus en plus lourdes et ça nous prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, que nous avons des moyens, effectivement, où on peut, via Internet, mettre à disposition une telle réunion publique, nous avons décidé de faire une réunion publique sur la place de la mairie pour pouvoir effectivement accueillir les gens, mais en même temps pouvoir permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir accès à cette information-là. Il y a un sujet qui préoccupe énormément la population de Dé aujourd'hui, c'est justement l'organisation du stationnement dans le bourg de Dé et sur les plages, parce que nous avions constaté que l'accueil que nous proposions à ceux qui nous visitent, mais aussi la qualité de vie offerte à nos concitoyens de Dé n'était pas au top, n'était pas au niveau de ce que nous avons l'habitude de proposer. Et donc, nous avons décidé d'organiser le stationnement en mettant en place des horodateurs, et c'est ce que mon collègue vient d'expliquer. Nous avons parlé aussi de la gestion des inondations, parce que au début du mois d'août, nous avons été à plusieurs reprises sujet à des inondations quand même importantes dans plusieurs points de la commune. Nous allons aussi parler de la saison touristique, puisque la commune de Dé a été quand même classée 4e village préféré des Français. Et nous attendons à un afflux plus important de touristes, de visiteurs. Et donc, c'est l'occasion pour nous de présenter à la population le bilan de l'année dernière, mais surtout ce que nous attendons d'elle et ce que nous allons mettre en place pour pouvoir réussir cette saison. Partant de ça, nous avons voté une réflexion et nous sommes arrivés à la conclusion pour pouvoir bien accueillir effectivement les touristes, bien gérer le problème de stationnement et tout le reste, il fallait effectivement faire un stationnement payant et également créer des toilettes auto-nettoyantes payantes. Donc ces recettes-là nous permettront effectivement de continuer à aménager des parkings, des espaces, rendre la circulation fluide, des espaces PMR, et c'est toutes ces questions-là effectivement que nous abordons dans ce sujet cadre de vie. Nous avons la marque Dé qui a été déjà mise en circulation. Nous allons commencer à réaliser des objets avec notre marque territoriale. Ça sera présenté tout à l'heure.
et puis d'autres petits sujets qui concernent la vie quotidienne des Déhésiens pour lesquels on va leur apporter des réponses. Voilà, et la gestion des déchets, c'est un enjeu crucial dans notre région. Et dans ce cadre, un projet Zero Waste in Caribbean a été piloté par la CIVAD, financé par le fonds Interreg. Et plusieurs acteurs se sont réunis ce week-end pour échanger sur les meilleures pratiques en matière de gestion de déchets. L'objectif est de réduire ces déchets, de les valoriser et d'avancer vers une économie circulaire plus respectueuse de l'environnement. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Aujourd'hui, le président Biras nous a donné l'occasion de nous réunir autour d'une thématique ô combien importante et d'actualité pour nos régions, puisque nous sommes un milieu insulaire, eh bien c'est zéro déchet. Je sais que c'est on ne va pas dire un rêve, c'est un idéal, c'est un objectif que nous voulons atteindre. Nous allons avoir des thématiques que nous allons faire sur chaque territoire. Le prochain territoire, c'est la collectivité de Saint-Barthélemy. Nous avons aussi la République dominicaine. Nous aurions aussi à se connecter aussi avec Haïti. Donc, ce n'est qu'un lancement et qui verra la suite très bientôt. C'est un grand pas, c'est une première étape en tout cas. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous, évidemment, et ça a été rappelé plusieurs fois ce soir, que ce soit sur les questions d'environnement, que ce soit sur les questions de santé, que ce soit sur les questions touristiques. C'est un sujet qui concerne toutes les îles. On a pu voir qu'il y a déjà des choses qui se font à Saint-Barthélemy, bien sûr, mais aussi sur d'autres territoires. Et donc, c'est une opportunité pour échanger et pour pouvoir partager cette expérience afin d'avancer tous ensemble. Voilà. Bien, je l'ai dit, on va recevoir deux personnalités. Madame Betty Guadela Ochimel, elle est chef du service du développement social des quartiers. Oh, bonjour, madame. Oh, bonjour, monsieur. Et on va recevoir aussi la mairesse du Moule, qu'on ne voit pas souvent, mais enfin, on va voir de temps en temps. Et avec elle, on va parler, bien sûr, de la Semaine Bleue 2024, puisque il faut entretenir la flamme, c'est bien ça, hein? Il faut toujours entretenir la flamme. Bien. Pour bien vivre, bien mourir, oui, il faut bouger. il faut bouger, absolument. Mais justement, puisqu'on va bouger avec le passeport, alors qu'est-ce que le conseil départemental propose aux jeunes ou aux personnes qui veulent pratiquer du sport de façon artistique? Alors, le conseil départemental propose un dispositif qui s'intitule le passeport et art. Alors, ça s'adresse aux ayants droit des bénéficiaires du RSA de 3 à 20 ans ou encore de la personne bénéficiaire du RSA ayant une pathologie et inscrit dans son parcours d'insertion. Alors, comment ça s'organise? C'est-à-dire qu'on fait une demande particulièrement, c'est ça? Alors, ça s'organise de la manière suivante. Le parent se rapproche de la structure qui met en place l'activité. Donc, soit un service culturel des villes ou encore une association, un club de sport. Donc, le parent doit justifier qu'il perçoit le RSA parce que c'est un dispositif dédié aux ayants droit des bénéficiaires du RSA. Donc, il faut justifier qu'on perçoit le RSA. Et ensuite, l'association, la structure, le service culturel fait une demande auprès du président du conseil départemental pour la prise en charge d'une partie des cotisations annuelles. Alors, si je comprends bien, la personne qui est allocataire de RSA s'adresse à une association en fonction de son choix, si artistique ou sportif. Et Alors, effectivement, on n'a pas de liste établie. L'idée, c'est que la personne aille au plus près de son domicile. bien sûr. D'accord? Donc, la personne se rapproche de la structure, comme j'ai dit, de la mairie, ici la mairie a un service culturel, un service sportif, ou encore de l'association qui pratique les activités, ou le club qui pratique l'activité. Donc, elle procède à son inscription et l'organisme sollicite le président du conseil départemental pour la prise en charge partielle de cette activité. Alors, est-ce qu'on peut faire les deux, à la fois artistique et sportif? Alors, effectivement, dans le cadre de ce dispositif, on peut prendre en charge une activité sportive et une activité culturelle ou artistique. Par contre, on ne peut pas prendre en charge 2 activités sportives pour la même saison. Donc, il faut faire un choix. Non, on a un choix. Un choix culturel et un choix sportif. Oui. C'est déjà pas mal. Ah, oui, effectivement. Et en ce qui concerne les gens du RSA, c'est quel que soit l'âge, quand même. Alors, c'est de 3 à 20 ans pour les ayants droit. Oui. Et effectivement, pour le bénéficiaire du RSA, dès qu'il est bénéficiaire du RSA avec une pathologie, il faut que ce soit inscrit aussi dans son programme, dans son contrat d'engagement réciproque. Oui. Alors, je pose toutes les questions, parce que quelquefois, après, les gens posent des questions.
un bénéficiaire du RSA qui a un enfant qui veut faire du sport, est-ce que l'enfant peut? Absolument. C'est lui l'ayant droit. C'est lui l'ayant droit. C'est lui l'ayant droit. Pas le mari. Non, pas le mari. C'est les enfants de 3 à 20 ans. D'accord. Voilà. Alors, c'est un dispositif qui est déjà en place ou bien qui va être mis en Non, place? c'est un dispositif qui existe depuis plus d'une dizaine d'années au conseil départemental et qui fonctionne. Donc, les parents. Justement, la prise en charge, elle est à quel pourcentage par rapport à... Alors, la prise en charge, c'est de 50 à 75% pour une activité sportive et de 50 à 80% pour une activité artistique ou culturelle. Bon, l'objectif global même, c'est de faire en sorte que les gens du RSA soient quand même dans la vie sociale, sportive et artistique, en fait. C'est Absolument. Ça? Oui. Et c'est lever le frein, c'est-à-dire que ce sont des activités qui peuvent coûter cher. C'est de Tout à fait. démocratiser certaines Par exemple, s'ils activités. veulent faire du tennis, par exemple, Voilà. ou de l'équitation. De l'équitation, du tennis, du golf, enfin, tout ce qui coûte cher. Oui. L'objectif, c'est vraiment démocratiser et permettre à l'enfant d'un bénéficiaire du RSA de pratiquer comme n'importe qui une activité sportive, une activité culturelle. C'est ça l'objectif. Et que ce soit une activité pratiquée régulièrement, parce que très souvent, les associations, les organismes sont confrontés à un abandon de l'enfant parce que le parent ne peut pas suivre. Oui. Tandis que là, avec l'aide du conseil départemental qui peut aller jusqu'à 75% ou à 80%, ça permet à l'enfant d'être dans une continuité et de faire toute l'année son activité. Et je vois quand même que les activités sont multiples, la danse, le piano, le violon. Absolument. etc. Absolument, les activités Même artistiques. le slam. C'est une activité artistique. Oui, Et qui a un coût. théâtre, percussion, et puis Il y a un coût. le judo aussi. Le judo, la danse classique, la danse, le goka, l'équitation, toutes les activités dès que c'est bien encadré par un professionnel. Tout à fait. Tu as une question peut-être? Non, justement, est-ce que vous avez pu constater des impacts, des retours des familles qui ont participé à ce type de dispositif? Oui, alors on a des retours très positifs de voir des enfants qui n'auraient peut-être pas pu faire cette activité, Oui. eh bien, évoluer sur scène en fin d'année parce qu'il y a une progression. Les enfants ont appris et après, à la fin de l'année, on a une représentation. Des enfants qui s'expriment mieux parce qu'ils ont fait du théâtre. Des enfants qui sont mieux dans leur corps parce que durant toute l'année, ils ont fait des activités. Oui. Donc, l'impact, les retours sont très positifs à ce niveau. Pour les bénéficiaires Pour aussi. pour les parents bénéficiaires et aussi. pour les enfants. Pour les deux. Parce que les parents, Oui. c'est une façon aussi d'occuper leurs enfants. Oui. Les enfants vont dans une activité, donc prévention de la délinquance. Ils ne sont pas lâchés. Oui, donc pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire que, imaginez que la mère veut faire, je sais pas moi, du piano et l'enfant veut faire du basket. C'est possible. Oui, c'est possible. Ce sont deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Voilà. L'ayant droit et le bénéficiaire. le bénéficiaire. Le bénéficiaire et l'ayant droit, c'est possible. Alors, avant de vous quitter, quand même, rappelez quand même la procédure. Quand même. Alors, le parent se rapproche de la structure qui met en place l'activité, donc soit l'association, soit le club de sport, soit un service culturel et sportif de la collectivité. Fournit son attestation CAF de moins de 3 mois qui précise que le parent est bénéficiaire du RSA. Et ensuite, à charge pour l'organisme de fournir, de nous envoyer effectivement une demande avec la liste des enfants et les pièces administratives, fiches INSEE, statut, assurance. Oui. Et la prise en charge est rapide. Et le coût. Rapide, plus ou moins. Vous savez, on est dans une administration, il y a une procédure, donc ça passe en commission permanente. Et une fois que la commission permanente a statué, on procède à la mise en paiement. Voilà. D'accord. Bien. Je me tourne vers Madame Carabin, puisque la semaine bleue arrive, c'est dans 2 jours pratiquement. La semaine bleue, c'est chaque année. Oui. Ça commence jeudi, 26 septembre, et ça se termine le 6 octobre. Oui. Et la semaine bleue, comme elle parlait du département, qui fait beaucoup d'actions pour les gens du RSA, la semaine bleue est portée par le département, puisque c'est le département qui est en charge des personnes âgées. Et la semaine bleue, je dis que le 26 septembre, ça sera le président du département qui va recevoir tous les fonctionnaires et personnes qui s'occupent des personnes âgées.
Mais le temps fort de la Semaine bleue, c'est justement la marche que nous avons chaque année. Oui. Et cette année, ça sera une marche à Saint-François qui va débuter devant l'église de Saint-François pour emmener tout le monde. Alors, quand je dis les personnes âgées, mais il y aura des personnes âgées, mais pour mettre nos personnes âgées en mouvement, il faudra aussi des jeunes avec le son du cas. Oui. Une bonne musique pour nous permettre d'aller jusqu'à la plage de Rézé-Clair. Donc, c'est une organisation qui se fait chaque année et nous avons beaucoup de monde. Et en plus, le dernier jour pour clôturer la Semaine bleue, ça sera le 6 octobre. Le 6 octobre, le 6 octobre, c'est le jour où les personnes âgées, c'est-à-dire différents clubs, un nombre, ils seront invités dans un lieu pour clôturer cette personne âgée. Et la Semaine bleue, c'est bouger, vivre ensemble, bouger. Ah, mais ça sera encore la danse, pour permettre à ceux qui seront invités de bien danser. Mais je rappelle qu'il y a aussi la Semaine bleue où les centres communaux d'action sociale qui jouent un rôle important, c'est le maillon de la grande chaîne de la Semaine bleue. Eh bien, dans ces différents clubs, il y aura des actions, des dansées, puisque Semaine bleue, là, c'est comme la flamme olympique. Hein. Oui. Il faut bouger pour rester en forme et pour continuer de vivre plus longtemps dans notre pays, la Guadeloupe. J'ai vu qu'il y a même une reine et un roi de la Semaine bleue. Ah ben, je crois que c'est au Lamentin. Oui. C'est ça que vous avez vu. Oui, au Lamentin. Au Lamentin, mais c'est-à-dire différents clubs choisissent ce qu'ils veulent. Il y en a qui font les danses, il y en a qui vont parler de l'alimentation, il y en a qui vont parler du sport, il y en a qui vont danser du goka, il y en a qui vont parler aussi, qui vont faire de la natation. Parce que quand on vieillit, il faut garder des activités pour rester toujours en forme. Oui. L'année dernière, et avoir... Oui, le mental. Le mental. Oui, parce qu'on est d'un pays qui vieillit, c'est ça. Nous sommes le deuxième département qui sera le plus vieux de France. Oui. En premier lieu, la Martinique, ensuite la Guadeloupe et la Corse. Oui. Donc, nous aurons des vieux, nous serons vieux, nous aurons des vieux, nous sommes déjà vieux. Oui. Vous et moi peut-être. Oui. Mais yo gêne toujours. Il n'y a pas de solution? Mais il ne peut pas y avoir de solution. L'essentiel, c'est justement s'entretenir, bouger, faire du sport, faire de la marche, aller à la natation. Et comme me dit mon fils, maman, essaie d'aller à la mer chaque jour. Oui. Et puis avoir une bonne alimentation. Surtout. Samedi, j'étais à la mer. Dimanche, j'étais à la mer. Ce matin, je devais venir sur Pointe-à-Pitre. Oui. Mais d'une manière générale, même 5 minutes, quand la mer est belle, tous les jours, je vais à la mer. D'accord. Et en cas de Wambité, dis-moi. Il a dit qu'elle en met là, c'est le seul médicament nous n'y en payons. Vous j'entends ça? Mais en une anecdote, mais on n'a pas envie de dire ça, mais c'est vrai. On joue en tennion, enfin en comité personnel, en tennion, on mettait en dos au moins. Et en France, ce médecin-là soignait moins. Et dit, vous avez de la chance aux Antilles, que vous avez une mère thérapeutique. Ah ben voilà. Il dit, moi là, on ne veut pas y voir ni kiné, ni ostéo, à y prendre des 3 belles en mer. Et regardez, ça a fait plus de 10 ans, maintenant, d'où l'a passé. Et quand tu peux, tu vas chaque jour, ou au moins tous les 2 jours, mais je pense que la mer nous donne de la force. Oui, et quand on est mer, on va à la mer. Oui, quand on est mer, M accent grave, M-A-I-R-E, on va à la mer, M-E-R. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a des choses qui sont intéressantes, puisqu'on permet aux jeunes de faire du sport. Et de l'autre côté, puisqu'il y a même de la natation dans ce que vous proposez. Oui, absolument. Oui. Toutes les activités sportives et artistiques, hein, dès que c'est bien encadré, c'est encadré par un professionnel, l'association est en règle. Hein, voilà. Donc, bon, alors, on a pris mot. Hein, donc, samedi 28, donc jeudi, ça démarre. Jeudi 26, ça sera dans un hôtel. Le président du conseil général va inviter tous ceux qui s'occupent des personnes âgées. Il y a différents services. Et il y a le métier à domicile. Il y en a ceux qui vont en EHPAD. Oui, bien sûr. Et là, cette année, c'est bougeons. Oui. Ça veut dire dansons, marchons, restons jeunes. J'ai vu dans le carnaval une personne qui vous ressemblait dans les dernières. Je ne sais pas si c'était bien vous. Alors, M. Zandronis, je n'ai pas peur de le dire, j'aime le carnaval. Oui. Et je continue à faire mon carnaval. Donc c'était bien vous, hein?
Mais non, je dis, je continue à faire mon carnaval. Oui. Et samedi, je crois que c'est la communauté du Nord-Grande-Terre Oui. qui avait dit, il faut bouger. Oui. Donc il y avait Rouleuse et il y avait le carnaval. Et j'étais devant la médiathèque. J'ai dit, bon, j'étais obligée, parce qu'il y avait une grande réunion pour les Alzheimer. On venait de terminer et le bouger à moule venait. En partie aussi, hein, Ouais, parce que j'estime Vous que... ne ratez rien, vous. On ne peut pas rater, mais j'aime beaucoup le carnaval et j'aime beaucoup la musique. La musique t'entraîne. D'accord. Et la musique te fait oublier les soucis quotidiens. C'est vrai. Et la mer le matin. Bon, ok, on a pris mot. Donc, je rappelle, donc, passeport pour les aides à la pratique artistique et sportive avec les bénéficiaires du RSA. Et pour les personnes âgées, il ne faut pas dire les vieux monde, il faut dire les personnes âgées. Les personnes âgées, les personnes âgées qui savent transmettre aussi aux sûr. générations futures Tout à fait. notre patrimoine, notre culture. Voilà. Bien. Et je sais qu'au Moule, il va y avoir encore une fête en octobre, mais enfin, on aura l'occasion de voir. Il y a Diwali chez vous en octobre. La Diwali, c'est pas pareil. C'est Non, la non, c'est pas fête pareil, indienne. mais c'est au Moule aussi. C'est la fête de la lumière. Mais j'en aurai deux. Deux, ça date. Wow. Deux. Je voudrais bien faire une seule fête de Diwali, mais il y a deux associations. Pas de moyen ensemble, vous, pour y faire En pas qu'arriver. Ou pas arriver. En pas qu'arriver, en prochain arrivé. D'accord. Donc, cette année encore, il y aura les deux fêtes de Diwali. Au même moment? Non. Une dans le bourg du Moule. Donc, au lieu de faire dans sa section, elle vient dans le bourg du Moule. Il y a beaucoup de monde. Et il y en a une aussi. Donc, c'est Madame Nagapé. Donc, vous connaissez... D'ailleurs, elle a gagné le prix. Elle s'est allée aux États-Unis. Et c'est une fille de chez nous qui a gagné le prix de la Miss India. Qui était Miss India, mais qui a gagné le prix, puisqu'elles étaient plusieurs de différentes régions. Et aussi M. Olivier Ramaille, de Sévalos, qui a tout le Sirassi, son association, qui fait aussi une Diwali. Mais je souhaite, je le dis sur les ondes, que l'année prochaine, avec les deux associations, parce qu'une seule Diwali. Oui, ça a été meilleur. Ça aurait été très bien. Bon, mais Moule, c'est la ville qui bouge. La ville qui bouge, la ville qui agit et la ville qui fait parler d'elle. Absolument. Ils sont méritables. Mais en tout cas, merci, mesdames. Merci, madame Gondel, d'être venue. Merci, madame le maire. Et madame Archimède. Et merci, madame le maire. On a pris mot. Il est 12h54. On prend la première pause. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite avec nos prochains invités. On va recevoir M. Fadoul tout à l'heure et Nancy Dufla tout à l'heure. Yes. Voilà, il est déjà 13h01. Je vous l'ai dit, on va recevoir M. Badi Fadoul, qui est conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, maintenant dans l'opposition. Au début, il était avec la collectivité en place. Il va nous expliquer un peu les problèmes qui se posent, puisqu'il y en a réellement. Ensuite, Nancy Duflo, elle est là, bonjour. Bonjour. C'est notre community manager du ZCL. Elle va nous expliquer un peu ce que c'est que l'art de créer du contenu engageant et les secrets du community manager. Rappel des titres rapidement avec Iman News. Oui, au niveau des titres, nous avons déjà évoqué la réunion qui s'est déroulée sur la commune de Déé, réunion publique concernant l'aménagement du territoire, les parkings payants, le tourisme. On a aussi parlé du programme Zéro déchet du CIVAD, donc avec un séminaire qui s'est déroulé ce week-end pour avoir comme objectif de réduire ces déchets, les valoriser, avancer vers une économie circulaire. On parlera tout à l'heure de l'église de Trois-Rivières avec sa restauration qui est prévue et une dotation de 47, non pas 47, 470. 47 000. 47 000 Oui. 47 000 euros qui ont été remis au maire. Et de cette marche sur la paix qui s'est déroulée sur Basse-Terre. Donc on reviendra sur ces sujets. Bon, on revient tout à l'heure. Alors je lui ai dit, on reçoit Badi Fadoul, le conseiller municipal. Badi Fadoul, merci d'être là, mais il y a quelque chose que je voulais vous demander. Vous êtes investi en politique en 2020, pourquoi ? Parce que c'est le seul domaine où j'avais échoué dans ma vie. Et bon, j'ai réussi dans mes commerces, etc. Mais dans mes investissements immobiliers, qui étaient essentiellement axés sur Pointe-à-Pitre, je perdais de l'argent et je voyais la valeur de mes biens diminuer. Donc je me suis dit, investis-toi pour au moins laisser derrière toi à tes enfants et
suis au Pointois. Quelque chose de beaucoup... pour que Pointe-à-Pitre reprenne sa place qui était dans longtemps, donc dans les années 70, 80, 90. Voilà. Alors, c'est vous qui êtes allé voir Durimel ou c'est l'inverse? Ben, au départ, non, j'étais avec Tania Galvani. Oui. Mais je n'ai pas vu avancer beaucoup sa liste. Et donc, François Pellécuyer, qui est un ami de longue date, m'a demandé de venir le rejoindre sur la liste de Harry Durimel. Oui. Et 4 ans après, comme on dit en créole, ils ont emballé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben parce que il y avait un programme économique essentiellement sur le centre-ville, effectivement, puisque je suis un élu du centre-ville, et rien ne s'est passé pendant ces 4 ans. Pas un centime de dépensé ou en prévision. Donc, sur le centre-ville, et tout le monde connaît actuellement l'état du centre-ville, et pas seulement du centre-ville, de tous les quartiers, que ce soit Montenol, on voit l'état, Bergevin, où il y a des beaux immeubles, mais avec des remontées d'escréments à chaque pluie, etc. Et Loricisque également. Donc, le quartier sud-est, aujourd'hui, on est en train de démolir des cases, mais bon, c'est pas ça qui fait. Il n'y a rien de nouveau, donc Pointe-à-Pitre est délaissé complètement. Alors, pourquoi? Il disait que tout le temps, c'était il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent d'avoir d'argent. Alors, je lui ai demandé à plusieurs reprises de me faire voir où est-ce que l'État lui demandait de baisser le déficit en une mandature comme ça, ou même la CRC. Alors qu'il aurait pu bien faire un programme de baisser le déficit et de laisser quand même une marge de trésorerie pour pouvoir investir. Au moins, les Pointois auraient vu un changement de leur quotidien. Alors que là, déficit, en descend de déficit, mais ce n'est pas ça. Et en plus, au bout de 4 ans, on est à peu près entre 6 et 10 millions de déficit. Alors, expliquez-moi pourquoi il est toujours sous tutelle. Oui. Puisque là, pendant les 4 ans, c'est plutôt l'État qui a payé les factures. Et c'est l'État qui dirige. Alors, je vois quand même, vous dites, c'est important, Harry Durimel a révélé un visage inattendu, décevant, comportement parano, autoritaire et méprisant. C'est vrai, ça? Oui, mais même avec ses conseillers, surtout avec ses conseillers. Alors, je ne parle même pas des gens de l'opposition. Oui. C'est du mépris, c'est de prendre son téléphone et de regarder et ne pas écouter les gens qui parlent. Mais en réunion de majorité, déjà, il y avait des éclats de M. Durimel, donc qui étaient inadmissibles pour des personnes avec qui il travaille. Et vous n'avez pas essayé quand même, comme on dit, de le recentrer un peu? Ben, à chaque fois qu'il se sentait en danger, il faisait appel à François Pellécuyer et moi-même. Oui. Quand M. Bouédan a monté son parti dans la majorité, le PAP, où il y avait 10 personnes de ses conseillers faisaient partie, il s'est senti en danger parce qu'avec les 7 de Bangou et les 2 de Maratol, là, il se tait. Donc, à chaque fois qu'il se sentait en danger, il faisait appel à nous. Chaque fois qu'il se sentait mal compris ou tout comme ça, il ne faisait à nous. Donc ça durait quoi? 48 heures. Et après, son vrai visage ressortait. Des colères, des trucs comme ça. Mais tous les dossiers sur le patrimoine, puisqu'il m'a confié à un moment donné les dossiers du patrimoine, sont sous son coude 2 ans après. Ouais. Et donc, à un moment, il vous laisse entendre que vous êtes venu à la mairie pour vous enrichir, c'est ça? Eh oui, je veux bien, soupçonneux. Donc, de toute façon, même son ombre, il en a peur. Donc, mais je lui ai demandé sur un communiqué et même à plusieurs reprises, s'il a des preuves, des mails, il dit que il a des mails il va nous faire trembler, etc. Donc, excusez-moi, pour le moment, je ne tremble pas et je n'ai pas vu de mails. Il pouvait les sortir. Pourquoi il ne les a pas sortis? Non, mais c'est quand même grave, puisque ce que vous dites, il a mis en ligne un certain nombre d'accusations. Oui, c'est passé sur tous les réseaux sociaux. Oui. Donc, un audio au départ qui a été repris par Damaso, c'est sur Instagram, etc. Donc, c'est quand même grave. Et comme quand je descendais en ville, puisque je suis un homme de terrain, je sentais que les Pointois étaient un petit peu interrogatifs
dit, est-ce que tu... il y avait quelque chose dessus. Donc, il y avait un arrière-pensée que je ne l'ai pas supporté pendant quelques semaines. Et après, un beau jour, je me suis dit non. Alors, les propos, je les vois pour que les gens comprennent bien. Oui. Ces gars-là, eux, ils ne sont pas venus pour servir. Badi Fadoul et François Pelliculier, ils sont venus pour se servir. Oui, c'est ça. Oui. C'est quand même grave, ça. Ben, je crois et je suis sûr, et si vous voulez que je vous apporte des preuves, en étant conseiller municipal de la mairie de Pointe-à-Pitre, ça m'a coûté de l'argent plutôt que rapporter de l'argent. Parce que je délaissais mes entreprises pour travailler sur les dossiers de la ville. Et même quand j'allais à Basse-Terre pour le représenter, le carburant, c'était sur moi. Hein. Je n'étais pas dédommagé pour ça. Et mon temps de travail aussi. Donc, j'étais quoi, 200 € je touchais en tant que... Il n'a pas voulu un moment arrêter, enfin rectifier le tir, comme on dit? Non. Non? Non. Jamais. Il n'a... à un moment donné, j'ai démissionné déjà en premier truc de la vice-présidente de la commission redynamisation, qui était une coquille vide, puisque cette commission ne pouvait pas travailler seule, puisque il y a économie. Donc, il fallait voir le responsable économique, le conseiller. Stationnement, circulation, il fallait voir quelqu'un d'autre, etc. Donc, ça ne servait à rien. Donc, et même les cadres qui sont venus par l'AFD, payés par l'AFD, lui ont dit qu'il y avait trop de commissions. Il fallait réduire le nombre de commissions pour que ça puisse travailler beaucoup plus facilement. Et à tel point que j'ai démissionné déjà en 2022 de cette commission. Je lui dis, parce qu'en plus de ça, malheureusement, j'étais pas très aidé des agents. Et surtout dans le domaine du patrimoine, où j'ai monté plusieurs dossiers, où je lui amenais des propositions d'investisseurs, et ils sont toujours sous son coude. Alors les preuves, les mails, je les ai. Hein, donc, Alors, on revient dans un instant sur la diffamation, mais je veux vous poser une question un petit peu plus générale. Qu'est-ce qui empêche à Pointe-à-Pitre d'évoluer? Parce que vous savez que les gens disent que Pointe-à-Pitre est aussi sale qu'avant. Même plus. Non, je ne peux pas dire complètement. Il y a une amélioration. Ça, dans les routes de Pointe-à-Pitre. Ah oui, non, mais il y a quand même un petit peu amélioration. Bon, c'est pas dû tellement à M. Durimel. Alors, répétez-moi la question. Non, je disais, qu'est-ce qui empêche à Pointe-à-Pitre de bien fonctionner envers la mairie, de bien fonctionner? Parce que, malheureusement, on n'a pas un gestionnaire à la tête de la mairie. Voilà. Ah bon? Eh oui. Alors, je vous ai dit, plusieurs fois, je lui ai demandé cette question. Est-ce que l'État t'a demandé de baisser le déficit aussi vite? Est-ce que la CRC, une fois, t'a demandé de le faire également? Non. Il aurait pu le faire sur 2 mandatures. Oui. Garder avec même 2-3 000, même 1 million d'euros en investissement, c'est-à-dire pour l'investir, parce que en politique et en matière économique et politique, vous avez 1 million, vous pouvez investir 10, parce qu'avec les subventions, etc. Donc, il aurait pu le faire. Non, mais pour lui, c'était électoraliste. J'ai baissé le déficit, mais c'est pas le quotidien des Pointois n'a pas changé. Le quotidien n'a pas changé. Les trottoirs sont aussi désastreux. Les chaussées, c'est pareil. Alors là, aujourd'hui, on nous met des feux tricolores. Ça va amener quoi à Pointe-à-Pitre, les feux tricolores? Rien. Quand vous êtes un homme de terrain, quand vous êtes dans les rues, qu'est-ce que les gens vous disent? Ben, virez-nous ce type-là. Il faut le virer. Comme vous l'avez mis là, virez-le. Ouais. Mais alors, ça veut dire que la majorité aujourd'hui, elle est pratiquement éclatée. Ben, de toute façon, elle est éclatée. Malheureusement, pour la majorité, ils sont tenus par la pression de M. Durimel sur ces élus de la majorité. Il y a quelques-uns qui se démarquent et il y a des gens qui préfèrent rester tranquilles, toucher leur appointement et ne pas bouger. Oui. Alors, donc, vous avez porté de plainte en diffamation. Vous savez, M. Durimel est un avocat, donc à la limite, il va pouvoir se défendre, non? Ben, j'aimerais bien. Oui. Ben, de toute façon, il va être entendu, puisqu'il va y avoir une nomination d'un juge d'instruction qui va l'appeler, lui dire, monsieur, voilà, est-ce que c'est vous qui avez fait les audios
qu'on a entendu. Donc, il va se défendre. Donc, de toute façon, tout le monde a le droit de se défendre. Hein. Et j'espère que s'il a vraiment des preuves, comme il dit, sortir les mails où il m'incrimine. Vous avez dû faire appel à un avocat hors de Guadeloupe. Pourquoi? Parce que je suis dans les affaires, donc j'ai l'habitude de travailler avec des avocats. Et mes propres avocats m'ont dit, c'est pas la peine, on va avoir trop de pression. J'ai cherché un autre avocat, donc ici même sur la place, et il m'a dit la même chose. On aura trop de pression du barreau de la Guadeloupe et de Pointe-à-Pitre. Donc ils m'ont conseillé de prendre quelqu'un à l'extérieur. Alors dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Là, on est au stade où un juge d'instruction va être nommé par le président du tribunal de Paris. Et à ce moment-là, ça va le dérouler. Donc, il va être, on va le convoquer ou on va l'appeler pour lui demander est-ce que réellement c'est lui ou pas qui a fait. Il peut démentir aussi. Donc, il y aura certainement une vérification de sa voix ou pas par un expert et tout. De l'audio. De toute façon, c'est sûr que tout le monde connaît la voix de M. Durimel. Oui. Et il s'est jamais excusé, il n'a jamais cherché? Non, il n'a jamais cherché, puisque la dernière fois que j'ai eu contact avec lui, c'était en conseil municipal, au mois de juin. J'avais demandé en ordre du jour d'ajouter une question diverse. C'était sur cette question de ce qu'il avait dit sur les ondes. Et arrivé au bout des ordres du jour, il s'est levé sans tenir compte de ma question. Et je l'ai interpellé sur ça. Je lui ai dit, mais monsieur le maire, je vous ai posé une question, j'ai le droit de vous poser une question, il faut répondre. Il a dit, je n'ai rien à vous répondre et que vous n'avez qu'à faire ce que vous avez à faire. Et avec, en plus de ça, un ton méprisant parce qu'il ne vous regarde pas devant vous. Il ne vous regarde pas dans les yeux. Il est toujours à baisser les yeux et vous sortir comme ça. Il marmonne parfois des mots crus, mais vraiment, c'est méprisant, réellement. J'aurais fait ça à M. Durimel, ils m'ont traité de tous les noms. Si je pose la question en envers, s'il fallait refaire l'élection et repartir avec lui... C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je suis à, peut-être, je vais te le dire, oui. Je suis à mon 1000e. J'ajoute toujours un mea culpa. D'accord, d'avoir choisi M. Durimel. À moi, à ce point-là. À ce point-là, oui, parce que même des confrères à lui me disent, mais attends, tu ne le connaissais pas. Je dis, bon, j'avais entendu parler, etc. Mais je ne pensais pas qu'il était à ce point. Je dis même, je peux le dire, qu'il veut m'attaquer. Il est bipolaire. Un jour, il est comme ça, un jour... Et en 5 minutes, hein, ça peut durer... il est agréable. Et d'un coup, comme ça, il vous attaque. Bon, alors, il faut qu'on parle politique quand même. Oui. En 2026, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 3 avantages par rapport à M. Durimel. D'abord, je ne suis pas un politique. Oui. Je suis de la société civile. Ce que les électeurs aiment bien aujourd'hui, puisque les politiques, malheureusement, ne sont pas dans leur cœur actuellement. Deuxièmement, je suis un pointois. Oui. Lui, c'est un mandalien. Oui, tout à fait. Puisqu'à un moment donné, il envisageait de se présenter à Mondalo, mais il n'avait aucune chance, parce que c'est pour ça qu'il s'est rabattu sur Pointe-à-Pitre. Et troisièmement, je suis un gestionnaire. Oui. Je ne pense pas et je ne me rappelle pas d'avoir échoué dans n'importe quel domaine. Et j'ai fait beaucoup de métiers dans des domaines différents. Et jusqu'à maintenant, je crois que j'ai réussi dans ma vie. Donc la campagne a commencé? Elle a commencé depuis ma démission en décembre 2023. Oui. Donc, je suis sur le terrain et je parle avec les électeurs, mais pas que seulement commerçants. Hein. Oui, je parle aussi aux riverains, parce que le quotidien des commerçants, c'est le même que celui des riverains. Regardez le stationnement, c'est des PV toute la journée, alors que les eurodateurs ne fonctionnent pas. Oui. Donc, comment voulez-vous qu'un chaland qui s'amène à Pointe-à-Pitre veuille revenir, puisque s'il ne trouve pas un eurodateur pour payer, comment il va faire? Les eurodateurs ne sont pas aux normes. J'ai fait un constat d'huissier sur 92, plus de 60% ne fonctionnent pas du tout. Il y a environ 30 ou 35% qui fonctionnent, mais l'écran n'est pas visible, donc on ne peut pas savoir. Je lui ai demandé l'étalonnage, c'est-à-dire le contrôle par les poids et mesures
de ces ordinateurs, il ne me les a pas fournis. Donc, je vais me reporter encore à la CADA pour avoir ça. Mais logiquement, ces PV ne sont pas légaux. Alors, une dernière question quand même. On est aujourd'hui, il va y avoir le procès. Ensuite, dans 2 ans, à peu près 1 an et demi, il va y avoir les élections. Je suis en train de parler au futur maire de Pointe-à-Pitre. Ben, rien ne n'empêche. Je ne vois pas pourquoi je m'interdirais d'y penser. Oui. Je ne suis pas illettré, je suis pointois de toute façon, et j'aime ma ville. On peut dire que peut-être avec ma peau, je suis peut-être un étranger. Non. Je suis de la 3e génération. Mes grands-parents sont arrivés en 1848, 98, etc. Oui. Donc, je pense que je suis d'abord guadeloupéen, pointois, français et d'origine libanaise. Parce que j'aime mon pays d'origine aussi, où j'y vais chaque année. Mais je vis ici, j'ai investi ici, et mes enfants sont nés, on est dans la 3e génération qui sont passés au collège de Massabielle. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'interdirais. Parce que j'ai posé la question à François Pelliculier que j'ai reçu, il est à peu près sur la même longueur d'onde que vous. Donc la liste est en train de se mettre en place. Ben, elle n'est pas encore faite, parce que on ne choisit pas des personnes que pour des noms, des trucs. Je veux des engagements, et j'aimerais qu'ils soient honnêtes et envers les Pointois plutôt qu'envers moi ou envers X, Y, et ne pas chercher des personnes qui viennent là pour avoir une place, Badi Fadoul, merci en tout cas. On va suivre cette affaire puisque vous m'avez dit qu'il y aura ça passera devant le tribunal, donc on aura les résultats. Ah, c'est sûr. Bon, ça va mettre du temps, ça. Oui. Mais seulement, il aura quand même il aura quelque chose à réfléchir. Et surtout, ce que je souhaiterais plutôt, et j'espère qu'il va prendre ses responsabilités et ne pas demander aux Pointois de payer la protection juridictionnelle. Malheureusement, c'est comme ça que ça se fait, c'est la mairie qui va payer. Et oui, d'accord, mais seulement la mairie, donc les Pointois. Mais si c'est un homme, moi, j'aurais fait une connerie en tant que conseiller, j'aurais pris mes responsabilités, j'aurais payé de ma poche. Oui. Mais M. Durimel, je ne pense pas qu'il soit à mon niveau. Bien, 13h21, on va prendre la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre chroniqueuse community manager, et on va parler, je vous l'ai dit, de l'art de créer du contenu engageant, et c'est avec Nancy. À tout de suite. Merci Badi Fadoul d'être venu. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, nous sommes dans la dernière séquence du ZCL News. Bien évidemment, on va recevoir dans un instant Madame Féodi. Bonjour, Madame Féodi Richaud. Bonjour, Monsieur Zandronis. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ben, je suis contente de vous retrouver. Ah, de me retrouver, il n'y a pas perdu. Bon, et on a aussi notre chroniqueuse community manager, l'art de créer du contenu engageant, secret du community manager, avec notre amie Nancy. Générique tout de suite, c'est parti. Nancy, bonjour. Ravi de t'accueillir comme chaque fois sur le plateau de ZCL. Alors, il faut le dire, tu es chef d'entreprise, mais community manager d'abord. C'est ça. Oui. Et en freelance de plus. Hein? En plus. Alors aujourd'hui, on va parler de l'art de créer du contenu engageant sur les réseaux. Alors, on entend souvent ce terme, mais qu'est-ce que c'est exactement un contenu engageant? Alors, un contenu engageant, c'est tout d'abord un contenu qui va capter l'attention des internautes. Voilà. En fait, il faut pouvoir en fait faire bien les choses. Il faut présenter, être créatif dans ce qu'on fait. Voilà. Et l'objectif, c'est surtout en fait de pouvoir attirer, faire réagir la communauté sur les réseaux sociaux et surtout pouvoir répondre aussi aux questions, aux différentes questions. Oui. Et en fait, il faut créer une connexion, c'est ça? C'est ça. Il faut créer une connexion avec l'entreprise ou la marque et faire un lien pour pouvoir ensuite répondre aux demandes. Alors, qu'on entend ça comme ça paraît très simple, mais en réalité, il y a du travail derrière. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelle est la recette pour pouvoir faire ça?
Alors, en fait, il n'y a pas de recette magique, mais il y a des bonnes pratiques. Alors, il faut tout d'abord connaître son audience, connaître les personnes qui est en face, si je peux le dire ainsi. Il faut déjà connaître les envies, connaître son audience, connaître qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui ne les intéresse pas aussi. Donc, et par la suite, on va adapter le contenu pour pouvoir justement répondre au maximum aux demandes. Mais il y a un format particulier pour le contenu engageant? Bien sûr, il y a un format. Tous les réseaux sociaux ont un format spécifique. Par exemple, sur Instagram, c'est plutôt la vidéo, la photo qui va fonctionner. Et aussi au niveau des stories. Sur TikTok aussi, c'est les vidéos courtes qui fonctionnent le mieux. Et sur Facebook, par contre, ce serait plutôt les articles, les événements qui vont plus fonctionner. Et en tant que community manager, je dois vraiment choisir quel format qui est adapté à l'entreprise. En fonction de la cible? En fonction de la cible, bien sûr, en fonction de la cible. Et par la suite, je vais adapter le contenu pour que l'information, en tout cas, le message que je veux faire passer, passe comme il faut. Alors, ça veut dire que si tu veux me toucher, tu ne vas pas envoyer quelque chose en TikTok? non, mais c'est clair. Et c'est vraiment ça. Je ne vais pas vous trouver... Danick a le Facebook. Mais bien sûr, directement, Danick, c'est sur Facebook. Oui, après, c'est plutôt la jeunesse qu'on va toucher sur Instagram, sur TikTok. Et vraiment, l'entreprise doit penser et réfléchir à ça pour pouvoir faire passer son message. Oui, alors quand même, il faut bien préciser les choses pour toucher, ça permet de toucher plus de monde, mais est-ce que le contenu engageant, il y a des thèmes qui fonctionnent mieux que d'autres dans le contenu engageant? Alors oui, bien sûr, il y a des contenus qui fonctionnent bien et je pense au storytelling, c'est l'art en fait de raconter une histoire et c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, il faut raconter une histoire, il faut partir de votre création à qui vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes, c'est ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce que le client a besoin de savoir et en fait, en faisant tout ça, ça va créer en fait une envie de découvrir. En fait, la personne qui est derrière son ordinateur ou bien derrière son téléphone, il va vouloir découvrir quelle est l'entreprise, voilà, comment il fonctionne, etc. Et donc, les contenus interactifs, est-ce qu'ils sont plus efficaces que les autres? Alors oui, il y a des contenus qui fonctionnent le mieux. Ça me fait penser aussi, par exemple, aux jeux concours qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez déjà tous vu passer un petit peu la technique, si je peux le dire ainsi. Vous avez, en fait, on va créer un mouvement, si je peux le dire, de masse pour justement permettre à l'entreprise d'améliorer, de prendre de la visibilité, surtout d'augmenter ses abonnés sur les réseaux sociaux. Et on va interagir, on va les inciter à interagir, par exemple, à liker un post, partager si vous aimez. Si, par exemple, je prends l'exemple de magasin de prêt-à-porter, qu'est-ce que vous préférez le plus? Par exemple, une robe rouge ou bien une robe verte? Et en fait, ça va permettre à l'audience, à la communauté qui nous suit, d'interagir avec l'entreprise. Oui. Alors, je vais quand même poser une question un peu directe. Est-ce qu'aujourd'hui, le community manager et l'influenceur fonctionnent de la même manière? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on a des bonnes questions. C'est une très bonne question parce que le community manager et l'influenceur a presque les mêmes missions. Oui. Mais la différence qu'il faut faire avec un influenceur et un community manager, c'est que déjà, la majorité des community managers comme moi-même, on est vraiment au back-office, on reste derrière. Oui. Mais l'influenceur, lui, il va peut-être... Voilà, je vous montre, voici le produit de telle personne. C'est vraiment la différence qu'il faut faire. Et je dis tout le temps aux entreprises, c'est bien d'inclure justement les influenceurs dans votre entreprise parce que après, c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire connaître son produit ou bien sa marque. Oui. Voilà. Alors, un dernier mot quand même. Qu'est-ce que, Nancy, tu as envie de dire à un chef d'entreprise qui te regarde, qui n'a jamais utilisé ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni LinkedIn, rien du tout? Alors, je dirais tout simplement que aujourd'hui, nous sommes équipés. Et c'est vrai qu'avec Meta Business Facebook, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir quand même des choses gratuitement, qu'on peut utiliser des petites applications gratuitement. Et c'est là que je veux en venir, justement. Vous n'avez plus d'excuses maintenant aujourd'hui.
pour dire que, voilà, je ne sais pas faire. C'est-à-dire il y a beaucoup d'applications qui permettent aujourd'hui de créer du contenu, des idées, pour vous donner des idées, etc. Et ça me fait penser à une application bien précise. Et si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous êtes trop pris par ce que vous faites, et bien les community managers, ils sont là, comme moi, nous sommes là pour répondre à votre demande et vous accompagner surtout dans ce que vous faites. Et surtout de créer des contenus engageants. Voilà. Mais je crois que Nancy, tu as fait le tour. Toujours content de te recevoir, d'entendre tes conseils et que les chefs d'entreprise vont les entendre. Voilà, il est 13h34. On a déjà pris 4 minutes de retard sous Mme Féodirigeau, mais on va rattraper ça rapidement puisqu'elle a 2 minutes. Non, combien de minutes vous avez, Mme Féodirigeau? 5 minutes. 5 minutes. Générique, c'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. C'est Ferdi normalement. Voilà, c'est l'heure du JCL. Bonjour, Madame Ferdi Huicho. Rebonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, c'est le sujet habituel de notre édito. Oui, c'est l'édito le lundi. Le lundi, quel sujet qu'on a beaucoup traité depuis la création du JCL dans notre édito? J'essaie de réfléchir, qu'est-ce que ça peut être? Ah, quelque chose qui commence par I. Ça va, on va y arriver. I, c'est pas IZ, non, IA. Oui, mais par contre, pour nos téléspectateurs, ça serait bien de préciser... C'est de l'intelligence artificielle, voilà. Encore une fois. Oui, voilà. Alors... C'est le sujet de toute manière. Alors voilà, merci de le dire parce que c'est le sujet d'actualité. On a même vu pendant les vacances, l'intelligence artificielle n'a pas eu de vacances. Il s'est même invité, puisqu'on a vu déjà, déjà il était présent aux Jeux Olympiques, il était présent dans toute l'actualité, mais par contre, il n'était pas présent toujours pour des raisons positives. Oui. Puisque c'est vrai que l'intelligence artificielle fait débat. Oui, ça inquiète. C'est très controversé, oui, ça inquiète. Extrêmement. Alors, je ne parle même pas dans la classe intellectuelle. Alors, il faut savoir que, certains considèrent que, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est devenu un cauchemar. Au quotidien, c'est un cauchemar, mais notamment pour les journalistes avec les deepfakes. Bonjour, pour aller reconnaître le vrai du faux lorsqu'on voit une image ou une vidéo. Donc, c'est devenu un cauchemar pour vous, journalistes, pour pouvoir identifier les bonnes et les mauvaises informations des vraies. Mais c'est aussi un effet d'aubaine. Il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Alors, c'est un cauchemar. Pourquoi? C'est vrai que j'ai donné l'exemple des deepfakes qui sont installés. À présent, quand on voit Kamala Harris embrasser Trump, là, on a compris qu'on est dans un deepfake. Là, il n'y a pas de souci. J'ai vu Trump en train de danser aussi. Mais il y a des deepfakes qui sont beaucoup plus subtils, où, par exemple, quand on voit l'ancien président Obama faire un discours pro avec les idées porté par Trump, ça questionne. Donc, il faut être vigilant. Au-delà de ça, l'inquiétude et le cauchemar, c'est surtout sur les problématiques liées aux emplois. On sait que l'intelligence artificielle va entraîner une disparition de certains métiers, forcément une disparition de certains emplois, et bien sûr, une fermeture de postes. Parallèlement à ça, oui, l'intelligence artificielle va permettre, donc on a le recul. Le recul qu'on a, c'est par rapport à toutes les autres innovations que nous avons connues, l'arrivée d'Internet, la Wi-Fi, le smartphone, les réseaux sociaux. Ça va entraîner aussi la création de nouveaux emplois. Par exemple, on a notre chroniqueuse qui fait du community management. Ça, c'est un nouvel emploi que ça va créer. Sauf que la différence entre les emplois perdus et les emplois créés, elle va être négative. Il y aura eu plus d'emplois perdus que d'emplois créés. Après, ce qui est important, c'est que les emplois créés, à l'instar du community management, ce sont des emplois qui vont à haute technicité. Ça veut dire qu'ils vont demander à une haute qualification. Et malheureusement, là aussi, mais c'est pas comparable. Mais là où ça a une deuxième problématique, Danick, c'est que c'est vrai que c'est un effet d'aubaine pour d'autres. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, beaucoup d'entreprises s'en sont déjà accaparées. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais l'ont intégré. Et l'ont intégré pourquoi? Ça fonctionne depuis longtemps. Non, mais attendez, non, je vous parle de l'intelligence artificielle nouvelle génération. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Oui. Pourquoi beaucoup d'entreprises l'ont intégré, y compris dans le secteur qui est le nôtre, l'industrie culturelle et créative, et particulièrement le cinéma et l'audiovisuel? Selon vous, pourquoi?
Pourquoi ils l'ont intégré? Parce qu'ils en avaient besoin. Non, mais Non, oui, même pas. d'accord. C'est le gain de temps. Oui. C'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Ah là, qui dit gagner du temps, dit gagner de l'argent. D'où la question que beaucoup se posent et que nous posons, est-ce que l'intelligence artificielle ne serait pas néolibérale? Ça, ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui. Bon, on est en droit de se poser des questions. On va se poser la question, M. Jou. Alors, c'est concernant tout ce débat qui est autour de l'intelligence artificielle que lors des rencontres de l'audiovisuel et de cinéma, que nous faisons donc la 2e édition le vendredi 15 novembre 2017 dans les Jardins de Guadeloupe la première, qu'il était important qu'on s'empare de ce sujet pour en débattre. Alors, on va en débattre comment? On vous propose, alors la nouveauté cette année, c'est que dans ces rencontres, on va passer d'un espace de conférence où, vous souvenez-vous, ceux qui y ont été, vous avez pu voir Monsieur Sandronis, ici présent, qui a animé une conférence sur les métiers de journaliste, le journaliste web. Donc, on n'aura plus qu'un seul espace, on en aura 4. Et notamment, on va garder le principe d'un espace dédié aux conférences prime time. Et donc, on va proposer un nouveau concept qu'on appelle le Master Talk. Donc, c'est quoi le Master Talk? C'est un sujet d'actualité qui fait débat, on va débattre sous l'angle des industries culturelles et créatives qui le notent, avec un conférencier de renom. Alors, ce concept, on l'a monté avec des conférenciers qu'on a déjà identifiés. Et en l'occurrence, cette fois-ci, notre conférencier, c'est un orateur qui nous vient du Canada et qui a été contacté par le laboratoire OpenAI, donc laboratoire qui a créé l'application ChatGPT. Voilà la dernière. Et pourquoi on l'a contacté, ce monsieur? C'est le premier qui a réalisé un film entièrement avec la dernière version de ChatGPT. Et tenez-vous bien, la particularité de ce film, c'est qu'il est en quelle langue selon vous? Créole. Ah, ça, je sais que ça va vous plaire. C'est un Guadeloupéen. Ah, créole. Ah, je vous ai mis sur la piste. Oui. Et il nous fait l'honneur d'être présent parce que c'est quelqu'un qui a été en plus contacté pour la masterclass, la franchise masterclass, où on voit Clint Eastwood et pour le Master Tech. Parallèlement à ça, nous aurons aussi une table ronde avec des professionnels pour pouvoir mesurer l'impact, pour discuter, pour mesurer déjà l'impact de l'intelligence artificielle sur le cinéma et l'audiovisuel. Donc, le rendez-vous, c'est le vendredi 15 novembre. Comment on dit ça en anglais? Save the date, please, save the date. Avec l'accent. Mais on va le dire en français. Le rendez-vous, c'est le vendredi 15 novembre, 9h16. Alors, si on peut voir l'affiche que... Voilà. Donc, on voit qu'il suffit de nous envoyer un email, campusluminance@gmail.com. Je sais que... Alors, je tiens à vous dire merci, parce qu'après cette semaine, j'ai déjà enregistré une dizaine descriptions de gens qui nous ont écoutés suite aux émissions. Donc, continuez à vous inscrire. Et moi, je profite pendant que vous êtes là. Je l'avais déjà dit en votre absence. Il va sans dire que toutes les chroniqueuses du ZCL sont invitées à venir s'inscrire pour participer à ces rencontres. Je tiens à signaler, on aura l'Institut national de l'audiovisuel, la FEMIS, la grande école du cinéma, Howard University, et on aura le campus des métiers et des qualifications de province à Côte d'Azur qui dit Nice, Cannes, Marseille et toutes ces universités. Et bien sûr, Howard University. Bien. On se retrouve quand, Madame Ferdi? Je crois que c'est vendredi. Vendredi. Mais mercredi, on vous a sucré. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La saga sur l'IA continue. Elle va continuer dans le journal du campus. Merci en tout cas d'être venu. Merci, Nancy. Merci à toi. Le 15, on te verra. Le 15? Je crois qu'il me semble que c'est un petit peu plus tôt que ça, non? Non, le 15 novembre. Non, je parle du 15 novembre. Ah, d'accord, oui, bien sûr. Salon de l'audiovisuel, puisque tu es invité en direct ici. Voilà, on revient à l'actu rapidement avec Iman News. On va parler de la restauration de l'église de Trois-Rivières, donc à l'occasion des fêtes du patrimoine, journée européenne du patrimoine. L'église était mise à l'honneur et elle a été sélectionnée pour bénéficier d'une aide financière, donc de 470 000 € pour la restauration. On va avoir un reportage d'Olivier Félix. C'est un projet de co-construction où les joueurs se mobilisent autour des offres de la Française des Jeux, en l'occurrence l'Auto Mission Patrimoine et l'ICO Mission Patrimoine, où les sommes qui étaient normalement dédiées à l'État sont reversées à la Fondation du Patrimoine afin de préserver ce dernier. Donc il y a une mobilisation qui est significative sur notre département et aujourd'hui nous avons le plaisir de remettre le chèque symbolique pour une valeur de 470 000 €. Rénover coûte cher. Rénover demande du temps et rénover réclame une attention particulière. Et c'est vrai que depuis 2018,
il y a eu beaucoup de projets qui ont été lauréats et très peu, pour l'instant, qui ont abouti à un aboutissement, qui ont été concrétisés, je dirais. Et ça, c'est une observation que le siège national ne cesse de me mettre en évidence, que qu'est-ce que vous faites. Alors, j'ai insisté aujourd'hui, je fais confiance au maire de Trois-Rivières et à son équipe, parce qu'effectivement, il y a un gros travail d'études techniques qui a déjà été réalisé, et j'espère que l'année prochaine, l'église de Trois-Rivières pourra accueillir les paroissiens. On pourra donc assister à l'ouverture officielle de cet édifice. Aujourd'hui, Trois-Rivières, par le biais de cette Fondation du patrimoine, qui a été cette église, qui a été ce projet qui a été primé, qui avait retenu toute l'attention du jury, mais aujourd'hui c'est une concrétisation. Il nous a été confirmé et remis ce chèque de 470 000 € qui vient compléter notre budget dans le cadre de la réhabilitation de l'église. Donc nous avons été très vigilants parce que nous avons vu aussi que, comme il a été présenté en Guadeloupe, plusieurs projets peut-être ont été lancés, mais nombreux sont ceux qui ne sont pas encore arrivés à leur terme. Nous pensons mettre l'énergie suffisante et porter à réalisation ce projet pour que Trois-Rivières puisse retrouver son église. Je rappelle, une église qui a été frappée depuis le 21 novembre 2004 et qui a été très fragilisée et fermée depuis. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux à cœur pour cette population de lancer cette opération et lui permettre d'arriver à son terme. Voilà. Voilà, donc une dotation qui va permettre de faire une avancée significative sur la restauration de ce joyau du patrimoine guadeloupéen. On va parler maintenant de la marche pour la paix qui s'est déroulée sur la commune de Basse-Terre. Donc l'ONG Freedom Butterfly a engagé dans l'éducation pour la paix, notamment à travers les jeunes, a organisé une marche symbolique sur Basse-Terre. C'est un événement qui s'intitulait la marche de la paix des enfants. On voit un reportage d'Olivier Félix qui a participé à cette marche. Cette organisation prône le vivre ensemble. Et je crois que c'est l'action dont on a le plus besoin aujourd'hui sur notre territoire. Quand on voit comment tout le monde se déchire, quand on voit ce qui se passe autour de nous, je crois que c'est important aujourd'hui d'éduquer les enfants à se vivre ensemble et à se savoir-faire. On a d'abord créé l'association et 3 mois après, on a demandé l'autorisation en préfecture pour devenir ONG. Pourquoi une ONG? Parce qu'on est d'intérêt public et on va intervenir sur les territoires autres que les territoires francophones. Donc c'est un choix et nous avons été créés en janvier 2021. Donc ça va faire 3 ans. Avec le Covid, je dirais que ça fait réellement 2 ans et demi que nous sommes sur le terrain. Notre organisme éduque les enfants à la paix. Et une fois dans l'année, dans le monde entier, beaucoup d'associations et d'organismes plébiscite cette journée. Donc après 3 ans d'existence, il était important qu'on commence par une première marche de la paix qui est le début de ce que l'on fera chaque année. Il faut que ce soit eux les ambassadeurs. Nous, on est les anciens, on peut leur insuffler, leur apprendre quelque chose, mais aujourd'hui, ce sont eux qui vont faire le pays. Donc il est important qu'on leur transmette quelque chose et cette transmission est ultra importante et les former au monde vivre ensemble, au monde de la paix, au monde de l'équité, à tout ça, c'est important. Et c'est le plus important et c'est ça qui va peut-être sauver notre pays. C'est bien passé, on a marché dans les rues de Basse-Terre, on s'est bien amusé. On a bien joué, bien dansé. J'ai aimé qu'on a fait la marche dans la rue, qu'on a chanté le message de la paix, qu'on a éclaté des ballons. J'ai décidé d'être un messager de la paix. Commençons par me lever, c'est à qui je suis. Si ouais puis moi. Plus fort et nous meilleurs, et nous qui grandis. C'était plein d'émotions. Le texte dit à quel point on compte sur nos petits, mais qu'on ne les abandonne pas. On est les passeurs. Il n'est pas question qu'on leur demande de sortir de rien du tout.
des choses qu'ils n'auraient jamais vécues, ressenties, rencontrées. C'est nous qui devons déjà leur amener ces idéaux de paix. Donc, il y a plein d'ateliers qui sont faits avec Freedom Butterflies pour ça, dans plein d'établissements scolaires et surtout dans plein d'écoles de musique, dans plein d'associations de sport. Donc, les adultes ont leur rôle à jouer et cette chanson-là raconte comment adultes, enfants se tiennent la main pour créer ce monde solidaire, beaucoup plus beau, lumineux et paisible. Voilà une belle initiative pour la jeunesse guadeloupéenne qui invite à devenir acteur de paix. Voilà pour l'actualité. Il faut rappeler quand même que le Premier ministre français a rassemblé son gouvernement aujourd'hui et donc il y a eu une première prise de contact. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On a vu les réactions des députés, sénateurs, des députés de la Guadeloupe qui ne sont pas du tout contents de ce qui s'est passé au niveau électoral, mais ça c'est pour Maillot. Bon, alors je rappelle qu'on a reçu au début Betty et Gwadel Archimède, les chefs du service de développement social des quartiers, et elle est surtout venue, cette dame, pour parler de la possibilité pour les bénéficiaires du RSA, les BRSA comme on les appelle, de pouvoir faire à la fois du sport ou des arts, aussi bien eux que leurs enfants. Donc mesdames, si vous attendent ça, ou inscrire au RSA, ben c'est dans ces côtés organisation sportive. Dit ça, on peut faire comme sport, conseil départemental qui prend en charge en partie à paiement là, et aussi pour l'art, si l'enfant veut faire du dessin, du piano, du violon, enfin bref, etc. C'est une possibilité qui est offerte avec ce qu'on appelle le passeport. Sinon, on a reçu aussi la mairesse du Moule, Gabrielle Louis Carabin, puisque c'est la semaine des personnes âgées. Moi-même, la semaine bleue, qu'on appelle ça, ça commence jeudi, et pendant toute la semaine, il y aura des actions. On aura probablement l'occasion d'y revenir. On a reçu aussi Badi Fadoul, qui a été conseiller municipal et qui aujourd'hui a démissionné de la collectivité pointoise. Visiblement, il a porté plainte contre le maire Harry Durimel, qui l'a diffamé, et l'action judiciaire est en cours. Badi Fadoul aussi a annoncé que politiquement, il a porté manœuvre pour les prochaines élections de 2026. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nancy Duflo, notre chroniqueuse community manager, a parlé et c'est important, ça au niveau des contenus engageants. Elle a expliqué, si vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez jamais fait un peu de communication, et surtout si vous mettez des affiches avec des petites, la date et le jour tout petit, c'est sûr que personne ne verra. Mais enfin, avec un community manager, on va réparer ce problème. Et puis on a terminé avec Marilène Ferdi Richo, comme elle dit, qui est venue parler de son rendez-vous du RAG le 15 novembre, mais aussi de la saga de l'IA, de l'intelligence artificielle. C'est très important. Il paraît qu'aujourd'hui, ça cause un certain nombre de problèmes. Donc, pendant ce RAG du 15, il y aura l'occasion de discuter avec des jeunes et des moins jeunes de la question de l'intelligence artificielle. Et ça, il ne faudra pas rater ça, comme on dit, save the date. Et on save l'information avec Iman et sa communication. L'information aujourd'hui, on a parlé de la réunion publique qui s'est déroulée sur la commune de Dé. Il était question d'aménagement du territoire, de tourisme, de parking payant. Voilà, différentes annonces ont pu être révélées lors de cette réunion. Il s'agissait aussi de parler du programme Zéro déchet par le CIVAD. Donc, une réunion a eu lieu avec différents acteurs pour mettre en commun des actions pour trouver le moyen de mieux traiter les déchets. On a aussi parlé de cette restauration de l'église de Trois-Rivières avec cette dotation qui a eu 470 000 € pour pouvoir rénover cette église qui, souhaitons, sera réouverte très prochainement. Et on a terminé avec la marche de la paix sur Basse-Terre, donc une action menée avec les jeunes pour qu'ils soient acteurs de paix. Voilà, une belle initiative. C'était l'actualité du jour. Voilà, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve avec plaisir demain à la même heure avec Iman. On la retrouvera probablement mercredi aussi, et jeudi et vendredi. Voilà, la réalisation était assurée par notre ami Yann, avec le support bien sûr de notre ami Satiam. Et on continue le ZCL, mais ne quittez pas l'information, puisque l'information se retrouve à 18h avec Harold et son focus. À tout de suite.